Région de la baie James, dans le nord du Québec. L'hiver boréal s'étire à n'en plus finir. À perte de vue, une neige immaculée recouvre lacs et rivières, tourbières et forêts de conifères, mais aussi d'immenses réservoirs hydroélectriques. À l'heure du questionnement sur le réchauffement climatique, ces étendues d'eau constituent des réserves d'énergie fabuleuses, parmi les moins productrices de gaz à effet de serre. Un peu au nord du 52e parallèle, deux scientifiques ont quitté leur campement tôt ce matin pour rejoindre un lac situé à proximité du nouveau réservoir hydroélectrique d'Hydro-Québec, Eastmain 1. Ils font partie de l'équipe du plus vaste projet de recherche jamais entrepris pour évaluer l'influence à long terme de ces réservoirs hydroélectriques sur la production de gaz à effet de serre. Leur objectif, comparer les émissions naturelles avec celles du réservoir pour vérifier l'hypothèse que sur une période d'un siècle, un réservoir ne générerait pas plus de gaz à effet de serre que l'environnement qui l'a remplacé. Il fait moins 30. Julie et Robin ont installé leur tente au-dessus d'un trou qu'ils ont creusé dans la glace. Leur centre d'intérêt, mesurer certains gaz présents dans l'eau du lac pour les comparer avec ceux du réservoir. La même opération sera répétée au printemps et en été. La communauté scientifique se doute en effet que l'hiver, les lacs continuent de produire de faibles quantités de gaz qui se libèrent au printemps avec la fonte des glaces. Ils s'intéressent plus particulièrement aux trois principaux gaz à effet de serre. Il y a d'abord le dioxyde de carbone, plus connu sous le nom de CO2. Ensuite, le méthane, qui provient de la décomposition des matières organiques et que les scientifiques appellent CH4. Et enfin, l'oxyde nitreux, que les chercheurs nomment N2O et qui est naturellement produit par les bactéries, mais que l'on connaît surtout comme gaz hilarant. Dans ce frêle abri, chaque manipulation devient une opération complexe à cause du froid intense. Le travail de nos chercheurs aujourd'hui, introduire une sonde pour pomper l'eau du lac et en faire une première analyse sur place grâce à leur matériel portable. On va analyser le CO2, le CH4 et le N2O. On fait 3 analyses pour être sûr qu'on a la même valeur. Ça, on le fait à la surface. Là, ici, on fait un profil, donc on va le faire à 4 profondeurs différentes. Fait que du fond jusqu'à la surface. Retour en arrière. Il y a quelques années, Hydro-Québec a entrepris dans cette région des travaux d'envergure quasi pharaonique pour construire une nouvelle centrale hydroélectrique, la centrale d'Eastmain 1. Il faudra pour cela édifier une gigantesque digue de dérivation, un évacuateur de crue et un barrage sur la rivière Eastmain. Le résultat, un réservoir de 603 km², dont la mise en eau a été complétée en mai 2006. Ce sera une occasion unique pour Hydro-Québec Production et les scientifiques des universités McGill et du Québec à Montréal de mesurer de façon rigoureuse l'influence réelle d'un réservoir sur les quantités de gaz à effet de serre émis naturellement par une région donnée. Cette initiative se révèle d'autant plus pertinente dans le contexte de la prise de conscience planétaire des conséquences néfastes que peuvent avoir les changements climatiques. Ce projet de recherche, baptisé EM1, est une première mondiale à plusieurs titres. La chose qui est plus ou moins unique de cette étude-là, c'est qu'on a commencé avant la mise en eau, avant la création de réservoirs. On a eu la chance de pouvoir prélever et étudier les lacs qui sont maintenant inondés par le réservoir. Donc, de voir quelle était la condition de ces régions-là avant la mise en eau du réservoir. Donc, évidemment, après, les plans se retourner après la mise en eau, chose qu'on a déjà fait et on va continuer à faire pendant plusieurs années. Comme des gaz à effet de serre sont émis par ces écosystèmes, ce qui est important pour les scientifiques, c'est de savoir si la présence d'un réservoir augmente ou diminue le volume de gaz à effet de serre émis dans la même région sur une longue période de temps. C'est ce qu'ils appellent faire un bilan net des gaz à effet de serre. Donc, à la toute fin, pour avoir un impact net, et ça, c'est unique. Ça, c'était jamais fait. Mais que sont au juste ces gaz à effet de serre et pourquoi est-il si important de les mesurer? En réalité, ils sont présents de façon naturelle dans l'atmosphère terrestre. Ils sont émis et absorbés de manière équilibrée par les océans et les lacs, les rivières, la végétation et le sol. Les trois principaux gaz à effet de serre que sont le dioxyde de carbone, le méthane et l'oxyde nitreux, les fameux CO2, CH4 et N2O, sont indispensables à la vie telle que nous la connaissons
car ils retiennent la chaleur du Soleil près de la Terre à la façon d'une serre. En fait, s'ils n'existaient pas, la température moyenne sur notre planète serait de moins 18 degrés Celsius. Mais depuis le début de la révolution industrielle, certaines activités humaines à grande échelle, notamment l'utilisation de combustibles fossiles comme le pétrole, le charbon et le gaz naturel, ainsi que l'élevage industriel du bétail, produisent des quantités massives de gaz à effet de serre que la nature n'est pas en mesure d'absorber. Aujourd'hui, même si l'hydroélectricité est reconnue comme un des modes de production énergétique qui génère le moins de gaz à effet de serre, il devient vital de mesurer avec précision son impact réel sur l'environnement. Il est midi. Julie et Robin se dirigent déjà vers un autre lieu de prélèvement, car à cette période de l'année, le soleil se couche tôt dans la région. Leur travail sur ces plans d'eau alimente en données un des grands volets de la recherche, celui qui porte sur le milieu aquatique. Dès 2003, ils ont commencé à recueillir des mesures sur les gaz à effet de serre émis par les lacs et les rivières du territoire et dont certains allaient être ennoyés lors de la création du réservoir. Pour les besoins de comparaison, les chercheurs ont aussi étudié le réservoir Opinaka qui a été créé en 1980 et qui ressemble aujourd'hui à un lac naturel. Un autre grand volet, c'est bien entendu le milieu terrestre. Au même moment, une équipe de chercheurs progresse avec difficulté sur une tourbière enneigée. Leur objectif, évaluer la masse de carbone emmagasinée dans le sol et qui pourrait se transformer en gaz à effet de serre. On est en train de faire la tourbière au géoradar. Le géoradar, c'est un appareil un peu comme pour reconnaître les poissons dans les lacs. Qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des ondes dans le sol. On est capable d'estimer la quantité de tourbe qui se trouve sous nos pieds ou la quantité de neige qui est par-dessus la tourbe. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on calcule manuellement avec un carottier à neige l'épaisseur de neige pour ensuite calibrer avec notre logiciel sur ordinateur la vitesse à laquelle l'onde a voyagé pour pouvoir calculer l'épaisseur de neige. Avec toutes ces données, on va faire la cartographie, puis ça va être jumelé à d'autres études qui ont été faites au cours de l'été précédente et qui sont à venir. Les données vont servir à construire un modèle en 3 dimensions de la tourbière. Ça va être la cuvette qui contient la tourbe va être représentée graphiquement à l'aide d'un logiciel cartographique. On a échantillonné de la neige sur les tourbières. Puis on prend des mesures d'épaisseur de neige un peu partout. Sauf ce qui nous intéresse vraiment, c'est de savoir le volume d'eau que ça représente. Donc on prend la colonne de neige, on la fait fondre, on calcule le volume. Puis en même temps, on prend des petits échantillons pour faire des analyses isotopiques, la composition isotopique de l'eau. Bien, ici, c'est une des tourbières qu'on a sondées auparavant. Ici, l'îlot où ce qu'on a passé, puis l'îlot forestier qui n'a pas de tourbière, puis on le voit au géoradar. C'est ça qui est vraiment intéressant. Comme ici, on peut voir le contact tourbe et minéral. Bien, ici, les lignes jaunes représentent les transects qu'on a déjà fait avec l'appareil géoradar. Ah, regarde, ça match. Ici, il y a l'îlot forestier qu'on peut regarder ici. Puis la fin de la tourbière, à peu près au même endroit où on a redéfini la tourbière avec Simon. Le contact il est assez franc avec le contact tourbe minéral, il est assez clair. L'objectif de cette partie de la recherche est de prendre des mesures précises de la topographie du bassin tourbeux. Les mesures sont prises à la surface parce qu'on a besoin de reconstituer la microtopographie de la tourbière et parallèlement à ça, une autre équipe fait les mesures de profondeur pour être capable de cartographier le bassin rocheux dans lequel s'est accumulé de la tourbe au cours des 7000 dernières années. Quand on dit tourbe, on dit carbone accumulé, et quand on dit carbone, on dit gaz à effet de serre. Toutes ces données recueillies sur le terrain, que ce soit sur l'eau ou sur la terre, convergent alors vers les laboratoires des 2 universités montréalaises. Des chercheurs y traitent cette masse d'informations pour comprendre de quelle façon la création d'un réservoir hydroélectrique peut influencer un écosystème de plusieurs centaines de kilomètres carrés. On va installer cette database dans un système informatique géographique. On commence avec le système basique avec les lacs et
la zone maintenant qui est inondée qui crée le réservoir. Et on peut rajouter nos points GPS. Et à partir de ces points GPS, on peut construire des cartes où on prend des échantillons chaque 20 secondes, et soit du dioxyde de carbone dissous dans l'eau, soit du pH ou oxygène dissous dans l'eau. Et ces points vont être installés dans la database et ils vont être interpolés sur une zone spatiale pour avoir une idée de la variabilité spatiale et temporelle de dioxyde de carbone dissous. Si on met ça, un exemple ici, c'est une carte qu'on a fait où on a les points d'échantillonnage et c'est interpolé sur une région qui était au-dessus de ce qui était la rivière Eastmain au début. Et ce qu'on va faire après, c'est vraiment de regarder cette variabilité dans différentes zones du réservoir, soit au-dessus de la rivière Eastmain, soit des zones qui étaient terrestres ou des zones tourbeuses, ou ceux qui étaient des lacs avant aussi. Mais aussi, on va faire ça pendant les prochaines années pour voir comment, sur le réservoir, globalement, ça change spatialement et temporellement. Sur le terrain, Luc et ses collègues installent des appareils de mesure appelés chambres terrestres. Ici, dans la tourbière, on a une absorption de CO2. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a une tourbière, il y a une accumulation de matière organique, parce que les plantes absorbent plus de CO2 qu'ils en émettent. Donc, on a une accumulation de carbone. Une fois que ça va être ennoyé, c'est sûr que la dynamique va être différente. Il n'y aura plus de plantes à la surface. On devrait avoir un relâchement de CO2. C'est un petit peu ça qu'on essaie de calculer. On veut voir combien présentement la tourbière absorbe de CO2, pour ensuite de ça voir combien le réservoir va émettre de CO2. Un peu plus loin, Hans, lui, effectue une opération de carottage. Comme les tourbières sont déjà saturées en eau, les scientifiques estiment que l'ennoiement ne devrait pas particulièrement accélérer leur décomposition et produire une quantité anormale de gaz à effet de serre, sauf peut-être pour les végétaux de surface qui sont facilement décomposables. Les carottes, ces échantillons prélevés à différentes profondeurs de la tourbière au moyen d'un tuyau creux, sont soigneusement emballés, étiquetés, puis expédiés à Montréal. Une fois au laboratoire, elles doivent être analysées pour connaître la composition du sol, son histoire et sa teneur en carbone. La tourbière est le résultat de l'accumulation de matières organiques sur plusieurs milliers d'années. Chaque tranche d'1 centimètre prélevée sur une carotte représente donc l'évolution de la faune et de la flore, ainsi que les changements climatiques pendant des dizaines d'années. Je fais une description générale de l'ensemble du milieu pour commencer. Et après ça, on travaille de façon plus spécifique dans les deux types de biotopes, c'est-à-dire la butte et la dépression humide. On fait un relevé de végétation dans chaque unité. Et après, on prend les caractéristiques de pH, de conductivité, de l'eau, température. On prend aussi la profondeur du dépôt tourbeux à cet endroit-ci, parce qu'on caractérise l'ensemble du bassin à partir de sa mise en place il y a environ 4 à 5 000 ans sur des dépôts glaciaires ou post-glaciaires. Et la tourbière s'installe là-dedans, puis nous autres, on caractérise quelles sont les conditions physico-chimiques qui se sont produites dans le passé puis qui se produisent encore. Et on retourne à l'échelle de la photographie aérienne et de l'image satellite. Et après ça, être capable de faire une estimation pour l'ensemble de la région, combien on a de flux émis par quel type de biotope dans les tourbières. Retour à Montréal, les assistants de recherche s'affairent à analyser les échantillons. Sur la table, des matières organiques qui proviennent d'une tourbière aujourd'hui inondée. Filtre des sédiments de tourbe entre deux filtres, un de 355 microns puis un de 15 microns pour conserver le matériel qui se trouve entre ces deux grosseurs-là. Puis une partie de ce matériel-là, c'est des rhizopodes. Puis les rhizopodes, c'est des organismes unicellulaires qui vivent dans la tourbe. Puis en étudiant les différents types de rhizopodes qu'il va avoir,
On est capable de reconstituer certains éléments du milieu au moment où la tourbe s'est accumulée. On est en train d'observer des restes de végétaux qui vivaient dans la tourbière il y a X nombre d'années. Et puis, à environ 50 km à l'est du campement East Main 1, on évalue leur degré de décomposition et on évalue aussi c'est quoi les espèces en présence et leur pourcentage pour reconstituer les anciens assemblages végétaux qu'il y avait. Donc, on réussit à dater l'horizon avec des méthodes de datation. Et puis après ça, donc on sait exactement quelles espèces vivaient à quelle époque. On peut associer ça après à des variations du climat et de l'hydrologie. Puis ça, c'est situé où, Simon, dans la tourbière? Sais-tu? Quelle profondeur? Ça, c'est une profondeur de 1,5 mètre, plus ou moins. Oui. Est-ce que tu sais à peu près c'est quel âge? Ça devrait être entre 1500 et 2000 ans. C'est quand même bien préservé. Ouais. Le défi pour les chercheurs, tenir compte de la grande diversité de milieux en noyer lors de la création des réservoirs. Lacs, rivières, forêts et vallons forment autant de mini-écosystèmes qu'il faut pouvoir comparer avec des écosystèmes équivalents non loin du réservoir. C'est le travail de l'équipe de Delphine. Au moyen de ce qu'on appelle une chambre flottante, elle mesure et documente les gaz à effet de serre émis par les lacs naturels. Pendant ce temps, au milieu du réservoir d'East Main, l'équipe de Valérie procède exactement aux mêmes analyses. Le numéro de la station? Certains prélèvements serviront à quantifier l'activité bactérienne, un facteur important dans la production de gaz à effet de serre. Ainsi, comparé aux réservoirs situés dans les régions tropicales, ceux des zones boréales génèrent peu de gaz à effet de serre parce que l'activité bactérienne y est moins intense. Pourquoi on génome les bactéries en fait dans un écosystème aquatique? En général, c'est parce que souvent elles sont considérées comme à la base de tout le métabolisme du lac parce que c'est les principales consommatrices de la matière organique. Et quand on va inonder une zone où avant c'était une forêt, on se doute bien qu'il va y avoir tout un relargage de matière organique et on va se demander un peu qu'est-ce qui va arriver avec toute cette matière qui va s'accumuler. Donc ce genre d'outil qui travaille vraiment au niveau individuel des cellules, on est capable d'aller mesurer certains aspects physiologiques au niveau de la cellule elle-même. Ce genre de dénombrement-là peut avoir différentes applications au niveau écologique. Et par exemple, dans ce cas-ci, ce serait de regarder s'il y a un impact au niveau de l'ennoiement. Donc on va faire des mesures avant et des mesures après pour regarder quelles étaient les réponses au niveau des communautés bactériennes par rapport à ce stress environnemental qui était la mise en œuvre. Dans la région d'East Main, l'hiver se prolonge près de 8 mois par an, pendant lesquels l'activité bactérienne est au ralenti. Plusieurs dizaines de mètres sous le niveau du réservoir, Jean-Louis, un scientifique au service d'Hydro-Québec, mesure les niveaux de gaz à effet de serre présents dans l'eau à la sortie des turbines. Ces données compléteront le volet aquatique de la recherche. Effectivement, l'écosystème aquatique dans ces zones boréales joue un rôle assez important dans la dynamique des gaz à effet de serre, dans le sens que les lacs, les rivières de ces régions-là sont, dans la plupart, une source assez importante de CO2 de façon naturelle. Après la mise en eau, on constate qu'effectivement, le réservoir aussi a des émissions de CO2. Mais la question qui nous intéresse, c'est qu'on va pouvoir maintenant suivre l'évolution de ces émissions de gaz à effet de serre du réservoir dans le temps et surtout dans un contexte naturel qui arrive dans les lacs qui sont autour de ce réservoir ou qui existaient même dans les bassins qui étaient inondés. Retour sur la terre ferme. Jessica, accompagnée de collègues qui travaillent sur le volet terrestre, s'est enfoncée de plusieurs kilomètres dans la forêt pour trouver une zone en tout point identique à un sous-bois qu'elle avait repéré un an plus tôt dans la région qui allait être inondée.
Son travail, c'est de quantifier les végétaux qui absorbent et émettent des gaz à effet de serre à l'air libre et d'évaluer ensuite le volume de matières organiques qui va se décomposer une fois la forêt ennoyée. Dans différents types de peuplements forestiers, une forêt de conifères ouverte, forêt de conifères fermée, des forêts de feuillus, après un feu ancien et après un feu récent, on va essayer de déterminer le carbone qu'il y a dans les humus forestiers, dépendamment du type de peuplement, dépendamment de la perturbation qu'il y a eu sur le territoire. Bien, on a installé des bacs dans les arbres puis au sol pour mesurer la matière organique qui allait s'accumuler durant une période de temps. Ce que les bacs qui sont accrochés aux arbres, c'est pour les débris comme aériens qui vont tomber des arbres exactement. Puis ceux qui sont au sol, bien, ça va être plus des petits arbustes qui vont perdre leurs feuilles, tout ça. Puis je vais revenir cet automne pour calculer la quantité de matière organique qui va s'être accumulée. On a aussi installé des petits bouts de métal avec une mesure pour voir la sphène puis les mousses, combien elles allaient grandir pendant la même période de temps. Dans cet environnement, les conditions météorologiques jouent un rôle crucial. Des tours, que l'on appelle eddies, permettent de prendre des mesures très fines de toute variation des émissions de gaz à effet de serre en même temps que du climat. Nous avons choisi ce site parce qu'il s'agit d'un nouveau réservoir hydroélectrique. Eastmain 1 a été inauguré officiellement l'été dernier et c'est à ce moment que nous avons installé nos deux tours. L'une se trouve sur une île située sur le réservoir et elle sert à mesurer les émanations de gaz à effet de serre provenant du milieu inondé. Or, ce qui est important, c'est de connaître l'état avant l'ennoiement. Et c'est pourquoi nous avons une deuxième tour en forêt, à plusieurs kilomètres de la première, qui sert à mesurer les émissions d'un milieu similaire à celui qui existait avant la mise en eau. Ensemble, ces deux tours nous permettent alors de mesurer les effets de l'ennoiement en matière de gaz à effet de serre. Cette utilisation de deux tours est unique. Et à ma connaissance, nous sommes les premiers à tenter cette approche, surtout si l'on considère que nous travaillons sur un réservoir nouvellement construit. Il y a beaucoup de groupes de recherche qui ont étudié les gaz à effet de serre provenant de réservoirs existants, mais personne n'avait encore amorcé les recherches dès le premier jour pour étudier les perturbations initiales, les traiter comme un cas de modification du milieu et observer les effets nets de cette modification. Les tours eddies sont utilisées par les scientifiques aujourd'hui pour mesurer les flux des gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. Cette technique de haute précision permet de procéder à des mesures continues sur de très grandes étendues. Cela fait appel conjointement à plusieurs instruments de mesure, notamment un analyseur de gaz à infrarouge et un anémomètre sonique. 10 fois par seconde, nous prenons des mesures de l'air en 3 dimensions et nous prenons également des échantillons de CO2 et de vapeur d'eau. Puis, nous établissons simplement une corrélation entre les mouvements de l'air et la concentration de CO2 ou de vapeur d'eau pour obtenir ce que l'on appelle un flux. Le flux indique soit ce qui pénètre dans la surface, du CO2, soit ce qui émerge de la surface, de la vapeur d'eau. Toutes les données sont recueillies de façon automatique. Nous pouvons nous rendre sur place, nous assurer que tous les appareils fonctionnent bien et ramener les données au labo pour les analyser et étudier les relevés continus. Aujourd'hui, la technique dite des tours eddies est un élément clé de toute étude sur les gaz à effet de serre. Depuis ce matin, la tempête fait rage à Eastmain. Ici, les changements de température sont extrêmes et rapides. C'est le principal facteur de risque pour les équipes sur les terrains. Un à un, les hélicoptères sont forcés de revenir à la base. Au campement, les coordonnateurs ont les yeux rivés sur la météo. 4 degrés après-midi. Cette nuit, demain matin, du verglas. Avec les hélicoptères, ça marche pas. Julie et Robin ont pris leur décision. Ils vont quand même se rendre sur le réservoir pour compléter leurs analyses, car le programme de recherche ne peut attendre. Dehors, les conditions sont en effet terribles. La visibilité est quasi nulle, d'autant plus que le vent se met de la partie. Avec prudence, les motoneiges s'engagent sur le réservoir. Pour
Aujourd'hui, la météo est particulièrement horrible. Il vente beaucoup. Il y a de la poudrerie, de la neige, beaucoup. On voit rien, à peu près rien. On n'est pas très loin non plus sur le réservoir parce que sinon, on risque de se perdre. On a visité plusieurs stations d'échantillonnage sur le réservoir East Main pour avoir une bonne répartition spatiale des valeurs, des données de gaz carbonique et d'oxygène dissous. Puis on en fait aussi sur les lacs pour comparer les lacs entre les réservoirs. La pompe passe dans un circuit fermé. Depuis 2006, le projet EM1 s'est équipé d'un appareil sophistiqué qui permet de faire sur place une batterie d'analyse qui devait auparavant être réalisée à Montréal. Donc, les équipes de terrain me ramènent des échantillons d'eau dans lesquels, moi, j'ajoute de l'azote pour ensuite extraire le gaz qui est contenu dans l'eau. Je prends cet échantillon de gaz-là que je vais avoir extrait et je l'injecte dans le chromatographe. Le chromatographe, lui, va me donner la concentration de chacun des gaz à effet de serre auxquels on est intéressé, qui était contenu dans l'eau qui m'a été rapportée au départ. Mais au-delà de la détermination des concentrations de gaz, les chercheurs veulent aussi savoir où étaient ces gaz avant de se retrouver emprisonnés dans un lac ou une tourbière. L'étude des atomes qui les composent, ce qu'on appelle les isotopes, permet de remonter dans le temps et de le découvrir. Ici, au laboratoire d'analyse des isotopes stables du Centre Géotope à l'UQAM, on analyse différents matériaux naturels ou artificiels. Dans le cas du carrousel qui tourne, c'est un échantillon solide qui a été inséré dans une petite capsule et qui va être chauffé à très haute température pour dégager le CO2 de ce matériau-là. Dans l'autre cas, c'est un gaz, c'est en fait un CO2 qu'on a échantillonné directement sur le terrain, qui va être échantillonné par l'appareil et qui va être acheminé directement au spectromètre de masse. En fait, Hydro-Québec, ce qui les intéresse, eux, c'est de savoir, d'une part, d'où vient ce carbone-là qui est dans le réservoir et qui s'échappe du réservoir. Et ce qui les intéresse aussi, c'est de savoir à quel taux ce carbone-là s'échappe du réservoir. Donc, la quantité de carbone qui va partir du réservoir et aller dans l'atmosphère sous forme de gaz à effet de serre. On peut connaître la signature originale du carbone, donc de savoir d'où vient ce carbone-là. Donc, on peut tracer les processus de transformation, à savoir est-ce que ce carbone-là s'est oxydé, est-ce qu'il est allé dans l'atmosphère, est-ce qu'il a quitté le réservoir, est-ce qu'il est revenu, des choses comme ça. Cette recherche réunit une équipe fantastique avec des expertises différentes. Pour ma part, je suis un scientifique de terrain spécialisé en météorologie et en micrométéorologie. Nous avons des experts en modélisation, des spécialistes de la paléoécologie, des personnes qui travaillent sur les isotopes, des spécialistes des systèmes aquatiques et des milieux humides, et ils sont secondés par une foule d'étudiants et de techniciens tous très doués. Cela donne une équipe formidable, dotée d'une expertise unique avec un objectif commun, une meilleure connaissance des gaz à effet de serre émis par les réservoirs. Donc, résultats préliminaires démontrent aussi au sein du réservoir East Main, comme on pourrait imaginer, il y a une grande hétérogénéité des processus. C'est un nouvel écosystème qu'on vient de créer, donc c'est un écosystème très hétérogène. Donc, on voit à l'intérieur du réservoir une grande hétérogénéité qui était auparavant jamais vraiment bien caractérisée. Maintenant, c'est le moment de suivre l'évolution de ce réservoir, puis à la toute fin, de faire ce bilan net d'avant et après la mise en eau. Nous aurons un bilan des émissions nettes vers 2010, mais déjà, lorsque l'on compare les résultats préliminaires du projet EM1 avec les données venant de réservoirs construits il y a plus de 10 ans dans le nord du Québec, tout porte à croire que dans quelques années, les quantités de gaz à effet de serre produites par le réservoir d'East Main ne dépasseront pas celles émises et absorbées par un lac naturel. Une excellente nouvelle pour cette source d'énergie qui s'inscrit dans une logique de développement durable.